Ok Alex, tremblement de terre aux États-Unis. TikTok, le géant TikTok, le géant qui faisait de l'ombre à Instagram, à Facebook, à tous les réseaux américains, est sous le coup d'une interdiction totale d'exercer, d'exister aux États-Unis, à part si, eh bien, la maison mère ByteDance décidait de vendre tout simplement l'entité TikTok US, pas l'entité TikTok globale, mais juste l'entité TikTok US, à une boîte américaine. Donc j'ai envie de connaître un peu ton avis sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet chaud d'actualité? Clairement, déjà clairement, pour fixer le contexte, tu vois, on est sur un des procès et une des histoires, à mon avis, les plus importantes du monde de la tech de ces 10-15 dernières années. Et ce sera une des acquisitions les plus stratégiques et les plus importantes si elle va au bout. Donc en fait, déjà, en effet, comme tu l'as dit, il y a deux options, il y a deux grandes options. Soit TikTok est ban, c'est-à-dire que purement et simplement l'application ferme, soit TikTok est racheté. Bon, il y a une troisième option qui est ils ont fait appel, ils gagnent leur procès et donc le truc continue. Mais si le truc ne continue pas, et ce que Biden a signé et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que deux options, deux grandes options. Et on va y revenir parce que, en effet, c'est lié à des tensions géopolitiques, c'est lié à un monde qui change, c'est lié à des besoins business et ainsi de suite. Mais déjà, analysons juste la phase business sur on va dire le sous-jacent des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça implique, tu vois? Déjà, commençons par là et après on va ouvrir sur les potentialités de trucs plus compliqués. Mais ça veut dire que tu prends la plateforme qui a eu le plus de croissance donc en social media ces dernières années, qui s'est imposée comme une plateforme majeure dans les réseaux sociaux et qui est la seule à ce niveau-là à ne pas être américaine. Si je dis pas de bêtises, avec un rayonnement international de cet ordre-là, c'est la seule à ne pas être américaine. Sur le seul sol américain, TikTok compte 176 millions d'utilisateurs. Grosso merdo, j'exagère un peu, mais la moitié des Américains sont sur TikTok. Un Américain sur deux est sur TikTok. Et donc, dire on va fermer ça, c'est priver un Américain sur deux d'un réseau social qu'il fréquente presque tout le temps. C'est fermer une des plateformes de référence, voilà, pour des questions de concurrence. Donc déjà, il y a deux cas, on l'a dit. Si TikTok ferme, qui en bénéficie? Bah, c'est très simple. Si TikTok ferme, Facebook se frotte les mains, tu vois. Parce que Insta va exploser, Google via YouTube, via les shorts, vont exploser aussi parce que ils vont se retrouver avec un maximum de trafic redirigé. Donc en fait, s'il y a un ban, déjà économiquement, tu as des grands gagnants en la personne de Meta, on va dire, et Google. En plus, ça va inclure un autre problème, c'est que donc théoriquement, TikTok Europe sera toujours là. Sauf que TikTok Europe sans les consommateurs américains et TikTok Europe sans les producteurs de contenu américains, ça va perdre vachement de sens. Si tu veux plus suivre les Logan Paul, les que sais-je, enfin les PewDiePie ou j'en sais rien qui est sur TikTok, tu as tous les gros créateurs de contenu, tu vas perdre aussi un des intérêts de la plateforme. Donc c'est quasiment, j'exagère, mais c'est quasiment signer un arrêt de mort de TikTok hors de Chine et hors des BRICS, quoi, on va dire. Donc ça déjà c'est le point hyper important. Et donc les grands gagnants seraient ceux qui ont du format short actuellement. Voire, on en parlera dans une autre vidéo, un retour de Vine, puisque Elon a annoncé que il y avait potentiellement un retour de Vine dans les prochaines semaines, prochains mois. Bon, ça, voilà. Maintenant, si TikTok est racheté, qui peut réellement racheter TikTok? Parce qu'on parle d'une somme potentiellement monstrueuse. De l'ordre. Alors, le groupe entier est valorisé, aux dernières valos, le groupe entier était valorisé à 100 milliards. Donc, c'est difficile de faire l'évaluation seule de la partie TikTok US, mais on parle d'un rachat à plusieurs dizaines de milliards à minima. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qui sont les prétendants, tu vois. Moi, historiquement, je me suis dit, Facebook va essayer d'y aller. Si Facebook y va, il tue le game. Il tue le game, t'as plus d'autres...
Tu auras un peu de YouTube Shorts, mais à part ça, ils auront toutes les plateformes de contenu court. Ils auraient tué le truc. Mais Facebook semble ne pas être sur les rangs, ou en tout cas ne pas être annoncé. Dans les annoncés, nous avons Microsoft. Bon, Microsoft, le pari, il est extrêmement simple et extrêmement clair. Ils se disent, on a raté les phases réseaux sociaux, on a racheté LinkedIn parce que c'était lié aux pros, mais ce qui manque à notre écosystème, Amazon par exemple a racheté Twitch il y a quelques années, ce qui manque à notre écosystème pour Microsoft, c'est un réseau social d'ordre perso fun. Donc Microsoft détient Xbox, donc détient déjà du divertissement. Et là, ce serait le moyen d'avoir une plateforme de réseau social qui leur ouvre ce marché qui aujourd'hui n'est pas du tout attaqué chez eux. Donc ça, c'est le premier gros contender, si tu veux. Le second, c'est un partenariat entre Walmart et Oracle. Donc là, déjà, c'est plus chaud, c'est plus inhabituel. Je pense que la réflexion derrière ça, c'est de dire Oracle, c'est une boîte tech. Elle a envie de faire des revenus tech, ils vendent du cloud. S'ils arrivent à choper le cloud pour mettre TikTok dessus, ça va être un énorme contrat pour eux. Et Walmart, c'est très simple, hein, faire du social selling. Donc l'idée, c'est de dire, tous les produits Walmart sont dispo plus ou moins sur TikTok, en mode, vidéo shop, ce que TikTok essaie de développer actuellement, ils foutent tous les stocks de Walmart et faire passer Walmart dans une époque tech. Ce que Walmart a jamais vraiment réussi à faire, si tu regardes un peu l'histoire, je me souviens plus exactement des boîtes, mais Walmart a acheté plusieurs boîtes tech dans différents trucs, des marketplaces, des bribes de réseaux sociaux, machin. Ça a jamais vraiment pris, ça a jamais vraiment fonctionné. Et donc là, je pense que c'est le coup pour eux, pour essayer d'avoir un truc qui fonctionne déjà. Troisième contender, c'est Kevin O'Leary, le mec de Shark Tank, qui dit vouloir se positionner sur le deal. C'est pas très clair de comment il va sortir autant de fric, parce qu'à mon avis, il va quand même falloir aller chercher du monde. Mais en tout cas, il fait partie des contenders. Et le dernier, c'est un milliardaire quasiment inconnu dont j'ai mangé le nom, mais qui est un mec du cinéma, d'Hollywood. Et donc là, le pari est assez clair. Il connaît bien le monde des médias, il connaît bien le monde du divertissement, et il veut transférer, à mon avis, son savoir d'Hollywood dans une boîte purement tech. Voilà à peu près les 4 gros que nous avons qui sont en capacité aujourd'hui de se positionner sur le deal, d'émettre des offres. Ça avait déjà été le cas en 2020, il y avait déjà eu des trucs comme ça. Microsoft s'était déjà positionné sur le deal et Walmart s'est déjà positionné sur le deal. Évidemment, on n'est pas à l'abri de voir d'autres géants des réseaux sociaux se positionner sur le deal. Pourquoi pas un Google pour rattraper son retard en mode réseaux sociaux. Google, ça ferait du sens. Apple, je les vois pas faire le truc parce que c'est pas leur c'est pas leur cam, ce genre de deal, historiquement en tout cas. Et Meta, pour moi, ça ferait énormément de sens. Si Meta venait à faire ça, encore une fois, il tuerait le game des réseaux sociaux, à mon avis. Mais je pense que Meta, étant déjà dans le collimateur de beaucoup de parlementaires américains et tout ça, je les vois mal aller se mettre dans un truc qui potentiellement serait un deal un peu borderline. Je les vois mal faire ça. Donc je pense que Microsoft et éventuellement Google qui se réveilleraient. Et Amazon, pourquoi pas? Amazon, ça ferait énormément de sens. Ça ferait énormément de sens dans le sens où, comme Walmart, ils ont déjà une marketplace, ils ont déjà plein de trucs à vendre. Ça ferait du flux supplémentaire, du trafic, 176 millions de mecs exposés à des produits Amazon, même si Amazon est déjà énorme. Ils ont AWS, donc ils pourraient avoir le même idée de serveur que Oracle. Amazon, ça ferait vraiment du sens. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, pourquoi, en fait, toutes les raisons? Alors, il y a les raisons évidentes, il y a les raisons un peu moins évidentes de ce scandale et de pourquoi TikTok est menacé comme cela aux États-Unis. Alors, donc déjà, ça date pas d'hier, comme je disais, ça date de 2020. Un des énormes problèmes, il semblerait, alors encore une fois, tout n'est pas parfaitement clair, mais il semblerait que le problème fondamental autour de tout ça soit que TikTok US soit clairement géré par Biden's monde, donc Chine. Ce qui fait que l'ensemble des données collectées sur TikTok
partout dans le monde, vont et sont archivés en Chine. Ce qui, ça, pose des problèmes au vu de l'importance de l'application au gouvernement américain qui dit, en gros, toutes les conversations, tous les messages, tous les retours, toutes les critiques, tous les commentaires, tout, y compris les historiques de qu'est-ce que les gens regardent, donc les politiciens, donc les grands chefs d'entreprise, donc les chefs de la sécurité, dont les enfants de militaires, dont toute personne potentiellement dans les 176 millions cités sont capables d'être traqués par une entreprise étrangère. Et après, on connaît la porosité entre les entreprises et le gouvernement chinois. Donc, ce dont les États-Unis ont peur, c'est que des politiciens ou des gens influents ou importants soient directement traqués par le gouvernement chinois. Pour faire très très clair, le fond du problème est là. Sachant que ça a été prouvé par le fait que dans tout le groupe ByteDance, il n'y a qu'un seul CRM. Il n'y a qu'un seul CRM, qu'une seule base de données gigantesque qui gère l'ensemble du groupe, que tu sois en Europe, en Australie, aux États-Unis et évidemment en Chine. Même si les applications sont vaguement différentes, tout ça est géré par un seul back-end. Et ça, c'est le gros fond du problème. Et donc, ils avaient déjà mis en garde en disant arrêtez de faire ce genre de truc. TikTok, on avait eu rien à foutre. Il y avait déjà eu des menaces en 2020. Les menaces n'étaient pas allées au bout. Le rachat s'était pas fait. Et donc, maintenant, ils disent ok, il y a deux options. Soit on vous rachète le truc, soit c'est un ban. Et pourquoi racheter le truc? Racheter le truc uniquement par une entreprise américaine, comme ça, ils sont sûrs que les datas sont mises aux États-Unis. Le seul problème, quand tu rachètes ça, c'est que TikTok dit oui, ok, vous nous rachetez le truc, très bien. Seul problème, c'est que l'algorithme est propriété de TikTok monde. Donc, je vous vends la façade, je vous vends le front, mais je vous vends ni les datas, ni l'algorithme, ni les équipes, enfin rien de tout ça. Donc en fait, tu te retrouves avec t'achètes 25 ou 30 milliards, une coquille vide. Ce qui n'a aucun sens économique, si ce n'est la marque. Mais ce dont on n'est pas à l'abri, c'est que le jour où ça se vend, TikTok marche beaucoup moins bien pendant un temps, que les algos soient pas optimisés, que les algos ne marchent plus comme les algos de TikTok fonctionnent, et que donc il y ait beaucoup moins d'intérêt que le mec ait dépensé 30 milliards pour rien. Ça c'est sûr que ça viendra pas dans le package, ils l'ont déjà dit, et Biden, ça a été très clair sur le sujet, l'algo ne viendra pas dans le package. Et même pas une copie ou quoi que ce soit, c'est rien du tout. Aucun IP en fait. Donc ça c'est le premier problème, qui semble être le problème réel. Deuxième problème, je pense que ça fait vaguement chier les Américains d'avoir un concurrent de leur plus grosse boîte, et en plus c'est le seul concurrent à l'échelle mondiale capable de rivaliser avec eux. Donc s'ils peuvent on va dire, dans une idée de guerre économique, s'ils peuvent le rendre plus faible, les mecs sont ravis si tu veux. Donc je pense qu'il y a une partie stratégie aussi. De dire, et il y a dû avoir des plaintes, à minima des GAFA et des grosses plateformes de réseaux sociaux qui ont dû dire, attendez, vous nous tombez dessus quand on regarde des données américaines entre Américains, vous nous êtes tombés dessus pour Cambridge Analytica, vous nous êtes tombés dessus pour plein de trucs. Là, toutes les données, elles partent là-bas, vous le savez très bien, et c'est un gouvernement, étranger, potentiellement hostile, et vous leur laissez des données. Donc les mecs ont dû gueuler aussi, et le gouvernement américain n'a pas pu dire autre chose que là-dessus, vous n'avez pas tort. Donc tu vois, je pense qu'on est dans un mix de stratégie business et de guerre économique, d'enjeux politico-géopolitiques, si tu veux, politique interne par rapport à des mecs importants sur le pays pas contents, et de l'autre côté, de politique externe. Et j'aurais aimé qu'il y ait une petite réflexion sur le fait que peut-être que TikTok, le contenu court, flingue un peu le cerveau de toute la planète aussi, et empêche d'avoir une bonne attention et tout ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un sujet, sinon il permettrait pas de le vendre en fait. En gros, ce que disent les Américains, c'est que tu peux flinguer le cerveau de tout le monde à partir du moment où tu le flingues avec de la cam américaine. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, pas avec le truc d'un autre pays. Donc si tu veux, les deux grandes raisons sont d'ordre économique, d'ordre géopolitique. D'autant plus que si
On touche du bois, on espère que non. Mais si tu commences à avoir des tensions avec Taïwan, si tu commences à avoir des tensions sur les histoires avec Hong Kong et tout ça, t'as pas du tout, mais alors du tout envie d'avoir des apps où toutes les données remontent et où tu sais exactement à un instant T qu'est-ce que veut la population, qu'est-ce que tu peux lui proposer, sur lesquels tu peux faire de la propagande, sur lesquels tu peux envoyer des messages ou faire passer des messages sans que personne ne le sache. Le TikTok devient potentiellement une arme de propagande, tu vois. Je te donne un exemple très simple, sans jugement aucun, sans rentrer dans aucun truc politique. Mais il y a des élections qui arrivent. Dans ces élections, TikTok, encore une fois, est utilisé par la moitié des Américains. Je pense que si on fait des stats sur les gens qui votent et qui utilisent TikTok, il y en a un gros paquet. Parce que tous les gens en dessous de 10 ans ou de 8 ans n'utilisent pas TikTok. Tous les gens au-dessus de 90 ans n'utilisent pas TikTok. Et donc, je pense que sur les 176, ils sont concentrés sur des mecs qui soit votent, soit sont proches de voter. TikTok peut influencer l'élection. Ils savent ce que les gens veulent, ils savent les messages que les gens veulent entendre. Si la Chine a plus d'intérêt à voir Trump au pouvoir que Biden, ils peuvent influencer l'élection. Ils ont toutes les datas et personne ne peut contrôler réellement le flux qu'ils envoient. Et ils sont seuls maîtres de ce qui est ban ou pas. Et dans le sens inverse, ça marcherait pareil. Encore une fois, c'est pas une opinion politique, c'est techniquement faisable. Donc les Américains flippent énormément. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que le truc arrive avant les élections. Parce qu'ils sentent que peut-être il peut y avoir de l'ingérence. Ça, c'est un cas en période d'élection. Mais le cas, il peut parfaitement être en période de conflit. Il peut parfaitement être en période de guerre économique. Et donc, tu as un agent, entre guillemets, infiltré que tu donnes à toute ta population, sur lequel tu n'as aucun contrôle. Et c'est là la limite, si tu veux, du monde libre. C'est qu'à un moment, les États, ils se disent oula, 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 ok, on a fait du business, mais le truc a pris une telle ampleur que potentiellement, l'appli peut manipuler la moitié de ma population. Bah là, les États interviennent. Et là, on rentre dans du vrai business politique, géopolitique, tu vois. Et là, on rentre dans des trucs qui deviennent beaucoup plus sérieux. C'est pas juste de comment j'acquiers des utilisateurs, c'est quoi ma LTV, combien de mecs ils dépensent chez moi, est-ce que je suis rentable, c'est plus les sujets, tu vois. Les sujets, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se faire parasiter par un gouvernement extérieur. Alors, très rapide pause dans cette vidéo pour parler du réseau NBS. Quels que soient vos objectifs, que ce soit optimiser un peu mieux votre temps, passer plus de temps avec votre famille ou alors créer un empire international, NBS peut vous aider à les réaliser. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? NBS, c'est table ronde 2 fois par mois avec 7 autres entrepreneurs de votre niveau ou d'un niveau N+1, auprès de qui vous allez obtenir de l'aide sur vos problématiques et brainstormer ensemble sur les défis du moment grâce à l'intelligence collective. NBS, c'est un tracking constant de votre avancée pour suivre votre développement et les objectifs que vous vous fixez. Tout cela encadré par un médiateur qui structure les échanges et un contrat de confidentialité signé par tous les membres pour créer un espace sûr où vous pouvez parler réellement de vos problématiques. Non seulement vous bénéficiez de l'intelligence collective des masterminds qui vous permet de challenger vos idées en permanence, de prendre les meilleures décisions possibles et d'obtenir de l'aide, mais aussi le suivi constant du coach pour traquer vos développements et suivre votre progression. Bref, NBS est un havre d'excellence pour anticiper les défis à venir et aligner votre entreprise vers la réussite. S'y rejoindre un groupe d'humains extrêmement talentueux, chaleureux, ambitieux, qui vont vous aider à faire croître votre entreprise comme jamais auparavant vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le bouton ci-dessous. Ok, on retourne à la vidéo. C'est super intéressant. J'aimerais bien jouer l'avocat du diable quelques minutes. Ah, vas-y. Mettre de côté les Chinois qui... en fait, je te rejoins totalement sur le côté... sur le fait qu'il y a une énorme, il y a potentiellement une énorme manipulation qui peut être faite du côté de la Chine. Il y a même des papiers qui sont remontés qui ont prouvé que les algos de TikTok poussaient des contenus un peu abrutissants vis-à-vis pour les Occidentaux, mais par contre du contenu beaucoup plus intellectuel pour leurs citoyens. Ouais. Donc ça, je crois totalement. Mais il y a aussi un autre volet que peut-être on peut essayer d'ouvrir légèrement. C'est le volet de l'attitude de prédation que peuvent avoir les États-Unis vis-à-vis des boîtes, et tu en as un peu parlé juste avant d'ailleurs, vis-à-vis des boîtes étrangères qui commencent à être extrêmement solides à l'échelle internationale. Nous, les Français, on a pu le voir il y a quelques années avec l'épisode de Alstom, qui finalement, il y a toute sa filière nucléaire qui avait été vendue aux États-Unis suite... il y a eu une amende énorme. Alors, c'est le FCPA, je crois, si je dis pas de bêtises, et
en gros, ils avaient accusé Alstom de corruption et donc il leur était tombé dessus avec une amende de 772 millions, ce qui avait affaibli la boîte et donc ils Ouais. avaient été obligés de vendre et comme par hasard, c'était une boîte américaine, General Motors, qui avait racheté la chose. General Electric. Et c'est quelque chose General Electric. General Electric. Ouais. Ouais, General Electric en effet. Euh, et donc ma question c'est quelque chose qui j'ai l'impression se fait assez régulièrement, une boîte énorme étrangère qui se fait racheter de force par les Américains, puisque là pour TikTok c'est la même chose, c'est les mecs soit vous nous rachetez soit vous dégagez en gros. Et comme tu l'as dit, si les États-Unis tombent, on peut peut-être potentiellement imaginer que TikTok France, TikTok Europe de manière générale soit beaucoup moins pertinent. Voire ban aussi. Et donc Hein. ça va Voire ban dans les voire ban 6 aussi. mois ou l'année qui suit. Hein. Ouais. Ouais, totalement. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? T'as beaucoup parlé de la Chine. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la type de prédation économique que peuvent avoir les États-Unis vis-à-vis des entreprises étrangères, même françaises, même européennes, même alliées, puisque là tu parlais de la Chine qui est finalement potentiellement hostile aux États-Unis. L'Europe n'est pas censée être potentiellement hostile vis-à-vis des États-Unis. Donc voilà, de cette attitude de prédation vis-à-vis de l'ensemble des boîtes qui réussissent, qui ne sont pas américaines. Alors, déjà, je pense que les États-Unis sont nos alliés, mais en premier ordre, les États-Unis sont les alliés des États-Unis. On est matrixé par Hollywood, les États-Unis viennent toujours te sauver, machin, nanana, ok, fine. Mais il faut jamais oublier que c'est un pays qui est en fait très patriote et qui a très très envie de réussir lui-même. Il sera pas hostile, mais il ne se laissera jamais faire de base. Ils sont pas sympas pour être sympas, si tu veux. Enfin, si tu regardes, tu prends les faits et tu regardes comment ils agissent économiquement, ils te font pas de cadeaux. Ils sont fers, mais ils te font pas de cadeaux, déjà, de base, si tu veux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les États-Unis, je pense, quand même, commencent à sentir que l'hégémonie qu'ils ont devient compliquée. De plus en plus. Et de plus en plus remise en cause. On l'a vu avec les BRICS. Les BRICS se sont alliés pour arrêter de payer en dollars. On va y revenir après, parce que c'est hyper important de payer ou pas en dollars. On pourrait dire qu'on s'en fout un peu, mais tu vas voir, c'est profondément important. Les BRICS se sont alliés pour arrêter de payer en dollars. Les BRICS commencent à faire des virements en crypto. Tout ça affaiblit l'hégémonie américaine. TikTok envoie un filtre culturel qui n'est pas le filtre culturel américain, qu'on le veuille ou non. Mais il t'envoie du contenu de partout, donc tu peux avoir du contenu américain, mais tu peux très bien, moi il m'arrive de tomber sur TikTok sur du contenu de partout dans le monde. Des Mexicains, des Canadiens, des Australiens. T'es pas, entre guillemets, sous hégémonie américaine. Et petit à petit, l'hégémonie américaine, je pense, est discutée. Et donc là, ils sont pas cons, si tu veux. Et donc, ils commencent à avoir, en effet, comme tu dis, des stratégies un peu prédatrices, en se disant, ok, comment on s'assure qu'on garde le plus longtemps la main mise sur les trucs. Et ils ont un avantage, et un truc sur lequel ils sont très forts, c'est leur marché intérieur. Ils ont les plus gros consommateurs du monde, et ils en ont 300 millions. Donc tout de suite, si tu te bloques le marché américain et que tu es une énorme boîte, ça fait chier. Aujourd'hui, LVMH, ils n'ont pas du tout envie de se bloquer le marché américain. Pas du tout. On parle beaucoup des marchés chinois, machin, parce que ça les a aidés dans leur croissance, oui. Mais la réalité, c'est que le marché américain, il est énorme pour eux. Et pour plein de boîtes. J'ai envie de dire toutes, j'exagère peut-être un peu, mais pour énormément de boîtes. Donc t'as pas envie de te le bloquer. Donc ils savent qu'ils ont cette force-là, les Américains. Et donc si tu veux, ils se lancent dans des stratégies qui leur permettent de garder la mainmise, ou le plus longtemps, la mainmise sur l'économie. Et ça, on l'a vu là, avec TikTok, et avec on va dire, ce ban où je te rachète. Mais c'est le cas à tous les échelons. On l'a vu en effet avec l'affaire Alstom il y a quelques années pour nous en France. Donc l'affaire Alstom, en effet, sous sujet de corruption. Pourquoi ça ait pu être jugé aux États-Unis? Parce que justement, on y revient, la transaction a été faite en dollars. En gros, les Américains ont une espèce de loi qui dit toute transaction faite en dollars est sous loi américaine et peut être jugée aux États-Unis. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est les seuls dont la monnaie te rend
responsable envers le gouvernement américain. C'est pour ça que toute personne qui sait ce qu'elle fait n'accepte jamais de paiement en dollars. Sauf que, dans le même temps, ils avaient défini, alors je sais plus, je suis pas assez fort en histoire pour te dire ça, mais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient défini avec notamment les pays du Golfe que tous les échanges de pétrole se feraient en dollars. Ce qui a été, on a mis fin à ça il y a pas très longtemps, là, je crois en mi-2023 ou fin 2023. Tous les échanges étaient faits en dollars. Ce qui fait qu'ils tenaient le marché déjà par l'utilisation du dollar, donc c'est une très bonne chose pour ta monnaie, mais surtout, second, ça te la maintient, et second point surtout, toute transaction de pétrole était jugeable aux États-Unis. Et ils ont des lois anticorruption qui sont honnêtement bonnes, si on les regarde telles quelles, mais extrêmement dures. C'est normal, c'est pas bien la corruption, mais ils s'en servent pour juger n'importe quelle corruption qui aurait été faite en dollars. Maintenant, tu te retrouves dans le cas d'Alstom, où peut-être t'as bribé un mec, machin, et ok, c'est pas bien, mais au lieu d'être jugé soit dans le pays où t'as bribé le mec, soit dans ton pays d'origine, la France, tu es jugé hyper durement avec des lois qui n'ont rien à voir aux États-Unis. Là où en France, les mecs auraient pris 500 000 euros d'amende et puis 500 000 de plus en Thaïlande ou je sais plus où c'était, ou en Indonésie, bah là, ils se sont retrouvés à prendre 700 millions. Le mec en question, qui était juste un responsable, c'est pas lui qui a bribé quoi que ce soit, qui était le responsable de responsable, il s'est posé sur sol américain, arrêté, prison, et lui, il a vécu un enfer. Mais qu'est-ce que tu vas dire aux États-Unis? T'es la France, tu vas pas dire, ok, libérez mon mec, sinon je vous attaque. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, t'es tenu, et derrière, les lois se mettent en place de manière à ce que ce qu'ils veulent qui arrive, arrive. Sans que, pour autant, ils aient eu à mettre la pression sur qui que ce soit. Ils n'ont pas mis la pression, ils ont juste dit, les gars, vous connaissez les lois. Il y a un mec qui a enfreint les lois, on le détient, c'est normal. Et il va y avoir une amende, c'est normal, on avait prévenu. Oui, non, j'ai tout. Ah oui, mais bon, l'amende elle est énorme. Ah bah, le juge il a fait ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, plutôt que de vous faire couler votre boîte, on vous la rachète. Et puis on se met d'accord. Et personne n'a haussé le ton, entre guillemets. C'est juste, t'as pas le choix. Et donc oui, pour freiner ce déclin, en tout cas, ils font beaucoup ça. Ils font ça. Et moi, alors, je ne pourrais évidemment citer personne et tout ça, mais j'ai connu un cas de quelqu'un à une bien plus petite échelle. On parle d'une boîte de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros qui a eu le même problème. Pour des raisons de brevet, il emmerdait un peu. Enfin, une autre boîte avait besoin du brevet. Il bossait avec cette boîte-là, mais il louait le brevet, ça devenait hyper cher. Il avait menacé de plus le faire, machin. Nanana. Et pour une autre raison de management financier, il s'est fait choper et il a été obligé de vendre la boîte. Et on est d'accord qu'on n'est pas dans ce cas-là avec TikTok. Le TikTok, pour moi, le cas est beaucoup plus gros et beaucoup plus grave. C'est-à-dire que c'est les deux mélangés. Il y a le côté, ce qu'on a évoqué en premier, et il y a le côté économique. Là, ils sont contents, ils récupèrent les deux. Et dans le pire des cas, du point de vue du gouvernement américain, dans le pire des cas, ils tuent TikTok aux États-Unis, donc ils tuent la valeur, une énorme partie de la valeur d'un concurrent. Et puis, ils auront plus qu'à venir dire aux Européens, vous avez vu, nous on l'a fait, vous avez le RGPD, ils respectent pas le RGPD, machin. Et donc, quelques mois plus tard, tu l'as plus en Europe, et donc tu as isolé TikTok à la Chine. Comme d'ailleurs, tu verras jamais, tu es d'accord avec moi, tu ne verras jamais un réseau social chinois ou russe présent en Europe massivement, ou aux États-Unis massivement. Tu peux télécharger WeChat si tu as envie, j'ai même jamais essayé de le faire, je suis même pas sûr que tu puisses le faire, mais admettons que tu puisses télécharger WeChat, tu vas me dire que tu as réussi à télécharger WeChat. Bah, tu vas rire, hein. À Kedge, une école de commerce, je trouvais ça aberrant. Un prof, justement, chinois, une prof chinoise qui était venue, a forcé tous les élèves à télécharger WeChat pour échanger sur l'application directement avec elle. Donc, non seulement j'ai pu télécharger WeChat, mais en plus, c'était une prof d'une école de commerce, donc d'un point de vue ingérence, en plus, auprès de futurs leaders, peut-être de grosses boîtes, j'ai trouvé ça totalement déraisonnable.
Et ben voilà, tu vois. Et, et donc, on se rend bien compte qu'à part ce genre de truc, mais qui concerne du coup 40 personnes dans la pièce, t'as très peu accès à tout ça. TikTok, c'est le seul truc où ils ont réussi à passer entre les mailles du filet. Et il faut se rappeler de la stratégie de croissance de TikTok. Hein. Je sais pas si tu te souviens, en 2018-2019, les milliers et milliers d'heures de pub auxquelles t'étais confronté pour te dire télécharge TikTok. Enfin, c'était des milliards d'euros à perte. Je n'ai pas les chiffres évidemment, mais je suis certain que c'était des milliards d'euros à perte. Même moi, j'allais sur Facebook ou sur Insta, j'étais confronté à de la pub pour TikTok matin, midi et soir. Aucune société sensée n'aurait fait un truc pareil. Ça ne peut être qu'une manœuvre globalement géopolitique. C'était pas. Et pourtant, on en connaît des boîtes qui ont cramé du cash. Hein. Les Airbnb, les Uber, tout ce que tu veux. Enfin, oui, ils ont cramé un maximum de cash. Oui. Mais là, on était sur un autre niveau. Avec zéro idée de monétisation à l'époque derrière. Enfin, ils se doutaient bien qu'ils allaient faire de la pub, machin, mais en 2019, il n'y avait pas de pub encore sur TikTok. C'était 2 milliards cramés dans le vent. Et 1 milliard de plus pour acheter Musical.ly, qui est l'ancêtre de TikTok, qu'ils ont intégré à l'écosystème global. Je pense que la mise en place de TikTok aux US, c'est 5 milliards de dépenses. Tu vois. Mais d'un autre côté, Et juste, imagine-toi, t'es une entreprise État, entre guillemets, et tu dépenses 5 milliards sur ton budget de la Chine qui est ridicule. Tu dépenses 5 milliards pour avoir un outil mondial d'écoute. T'en fous. Enfin, c'est worth it. C'est worth it. Et en plus, après, tu le monétises. Que veux-tu, tu vois. Enfin, que veux-tu de plus. Et peut-être que tout ça, c'est de la science-fiction. Et je veux pas verser, alors loin de moi l'idée de verser dans un discours, tu vois, complotiste ou de se méfier ou quoi que ce soit. J'essaye juste de prendre les faits et de me dire, derrière les boîtes qu'on utilise, il y a un discours géopolitique. Il est obligatoire, il est inhérent à la chose. Il est inhérent à la chose. Et surtout chez les réseaux sociaux. non, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Et, et dans l'hypothèse où finalement TikTok disparaît, TikTok se fait bannir, TikTok se fait pas racheter. euh, Derrière TikTok, c'est pas juste une boîte qui appartient à ByteDance, c'est c'est des dizaines de milliers peut-être de créateurs dans le monde qui utilisent cette plateforme pour vivre. C'est, allez, je vais dire des centaines d'agences qui utilisent cette plateforme pour vivre. C'est peut-être des milliers de business qui utilisent cette plateforme pour trouver des clients et pour avancer. Donc ça va avoir des retombées extrêmement négatives pour toutes les boîtes, enfin pour une bonne partie des boîtes américaines et peut-être une bonne partie des boîtes européennes. Et une bonne partie des boîtes de mon portefeuille. Ah oui. Mais bon. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que Clément, qu'est-ce que Horus, si je peux les citer, sinon Bien sûr, je vais couper au montage. Hein. Mais comment eux ils s'adaptent? Est-ce qu'ils sont sereins face à cette situation? Parce que de tous les cas, j'ai l'impression que Clément passe vraiment sur de la vente d'infoproduits, donc il peut peut-être se dire bon ça va, je suis safe, j'ai pivoté au bon moment. Mais il y a toujours sa boîte à côté qui tourne. Comment est-ce qu'ils se préparent? Parce que forcément là, toutes les boîtes nichées TikTok, ils ont intérêt à préparer le pivot. Quoi qu'il alors, arrive. nous, si tu veux, on avait préparé le pivot il y a quelques années déjà, puisque ça faisait 2 ans qu'on faisait du shorts, qu'on faisait du reels. Le format court va pas disparaître. Le format court disparaîtra pas et c'est ça qu'on vend. On a commencé nicher TikTok et maintenant on vend du format court. Maintenant, on va y avoir s'il y a ça, c'est pas une excellente nouvelle. Tu vas avoir une baisse d'activité, mais la baisse d'activité elle va se faire en plusieurs temps parce que déjà tu auras le problème aux US, donc ça sera toujours en Europe. Si ça devient moins pertinent, ça va pas devenir moins pertinent du jour au lendemain. Et puis petit à petit, Instagram Reels va devenir plus pertinent. YouTube Short va devenir plus pertinent. S'il y a Vine qui revient, bon bah tu pivotes. Je pense pas qu'on soit très impacté. Pour être honnête, l'impact sera minime. Et puis on n'est pas assez gros pour être, si tu veux, représentatif d'un truc de cet ordre-là. Je suis pas très inquiet. Je suis pas très inquiet. Par contre, il semblerait qu'il y a une stat qui est sortie que j'ai trouvée dans un article de Forbes, je crois.
qui disait qu'il y a 500 000 business qui seraient impactés à travers le monde. Enfin, à travers on va dire, Europe et États-Unis, c'est 500 000 business qui seraient impactés. Donc, Ok, 500 hyper 000 intéressant. business, ça commence à faire beaucoup de monde. Tu vois, je sais pas combien ça embauche de personnes, mais c'est beaucoup. Tu vois. Et je pense que ça compte pas les créateurs. Je pense que la stat ne compte pas les créateurs indépendants. Ce que moi je pouvais faire, ce que Clément faisait à titre perso, voilà. Et est-ce que ce serait pertinent d'un point de vue business pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ou pour les entrepreneurs qui ne nous écoutent pas, qui sont aux États-Unis, de se dire, ok, la plateforme qui faisait que des contenus 9/16e va disparaître potentiellement. Est-ce que finalement il n'y aurait pas une place qui va se libérer? Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de recréer Musical.ly, de le faire renaître de ses cendres et de vraiment lancer une plateforme dédiée à ça? Si, mais Alors, ouais. juste petite parenthèse sur ça. D'ailleurs, il y a un format comme ça qui commence à se développer. Il y a une application, j'ai ignoré, je me souviens plus du nom, je crois que c'est une application coréenne, qui a pris exactement le même format, 9/16e, contenu court, sauf que au lieu de faire du contenu un peu de tout et n'importe quoi, c'est des contenus nichés mini-séries. Donc c'est que des mini-séries qui sont tournées, des épisodes de 10, 15, 20 épisodes qui durent à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Et c'est payant, faut payer. Et c'est une boîte qui marche super bien, je crois qu'ils ont dépassé les 10 millions de chiffre d'affaires, de revenus de chiffre d'affaires. Et donc j'ai l'impression que ce format-là, adapté à d'autres big ID, fonctionne bien. Donc peut-être aussi que ça va être TikTok qui meurt. Bon bah le roi est mort, vive le roi. Peut-être que plein de petits princes vont émerger pour vouloir prendre la couronne du roi. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Le seul problème de ça, c'est que ça, à mon avis, ça arrivera pas jusqu'aux entrepreneurs de taille petite taille ou de taille normale. Pourquoi? Parce que, regarde, tu as déjà, encore une fois, Insta qui est déjà en place, qui fait plus ou moins la même chose. Tu as déjà Shorts qui va faire la même chose. S'il y en a un qui sort du lot, ça va être Elon qui va nous sortir Vine et qui va s'appuyer sur toute la commu TikTok et sur le fait que ce soit Elon, si tu veux. Et sur sa boîte d'AI sur laquelle il vient de lever 6 milliards à une valeur de 18 milliards, donc il va rajouter de l'IA dedans pour que tu vois, t'aies des algos ultra optimisés, à mon avis, de présentation du contenu et tout, avec, connaissant Elon, presque zéro censure. Ça va redevenir le Far West comme TikTok l'était au début, à mon avis. Tout ça mélangé, je vois mal un acteur se faire une place, mais je peux me tromper, hein, mais je vois mal un acteur se faire une place au milieu de tout ça, tu vois. Si tu as un Vine non censuré, sous stéroïdes IA, mélangé avec Twitter, enfin en gros ils peuvent s'échanger du contenu. Quand tu postes un truc sur Vine, il apparaît sur Twitter et ainsi de suite. Enfin, tu vois le bail. En gros, système complet. Tu as Insta qui a sorti Thread et donc qui se fait le même système, donc Insta Thread avec du Reels republié machin. Google YouTube, enfin YouTube Shorts. Disponible peut-être en search sur Google ou disponible via l'IA, tu vois, via de l'IA de search. T'as flingué le marché. À mon avis, il y a de la place pour personne. Si demain, si la question c'est, tu vois, demain, un mec vient me voir et dit est-ce que tu investis sur ça? Moi, je reprends la place de TikTok. J'y vais pas, tu vois. Je préfère qu'un mec vienne me voir en me disant j'ai inventé un truc nouveau, genre AirChat, dont on a parlé il y a 2 semaines, tu vois. Je suis moyennement croyant de AirChat, comme je l'ai dit dans le truc. J'ai fait une semaine de test. Même comme ça, j'ai du mal à y croire. Mais je crois plus à un truc novateur, avec une expérience novatrice, que de prendre la place de TikTok alors que les autres sont déjà à fond dessus et ont des moyens qui sont complètement ingérables. Et le seul truc, ce serait la censure et le côté un peu jeune, nouveau. Et ça, si quelqu'un le fait, ce sera Vine. Enfin, ce sera un retour de Vine, je pense. C'est hyper intéressant à quel point on peut voir que Elon Musk, qui de base n'était pas du tout dans le monde réseaux sociaux, commence petit à petit à placer ses pions. Il y a Twitter. Bon, Twitter fonctionne plus ou moins bien en ce moment. Vine potentiellement. Il est en train vraiment de créer une puissance médiatique qui va lui permettre derrière de gagner en visibilité et de vendre ses produits. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il vient de virer littéralement 40 membres de la team marketing Tesla. Et ces 40 membres, c'était l'ensemble de la team marketing. Il y avait que ça, tu vois.
Et donc, il n'y a plus la team marketing, il n'y a plus la team contenu, il n'existe plus. Et après tout, pourquoi avoir une team marketing lorsqu'on possède la distribution euh, parce qu'on possède la distribution, c'est pas juste j'ai un média, non, c'est parce que je possède la plateforme directement et donc derrière potentiellement aussi, je possède l'outil pub qui me permet de shooter sur immédiatement des centaines de millions de personnes. Donc c'est hyper intéressant finalement. Finalement, tu sais, on avait cette logique dans d'autres épisodes où on disait ok, peut-être que chaque boîte demain va avoir son propre média, sa propre newsletter, sa propre communauté ou que sais-je. Elon, ce qui est cool, c'est qu'il a les moyens d'avoir directement sa propre plateforme de distribution. Ah, mais Et donc, il a sa propre plateforme de distribution qui lui permet de killer toutes ses équipes marketing sur toutes ces boîtes qui leur amènent vraiment du cash. mais on se rend pas compte de ce qu'il a fait, mais le seul truc qui bloque Elon, à mon avis, d'aller encore plus vite, c'est qu'il a fait ça boîte par boîte. Tesla c'est une boîte avec un board, avec des actionnaires. SpaceX, c'est une autre boîte avec un board, avec des actionnaires. Twitter, c'est une autre boîte avec... Enfin bref, t'as compris le truc. S'il arrive à tout regrouper et à tout diriger d'une seule main sans avoir à convaincre qui que ce soit de faire quoi que ce soit, il ira à une vitesse qu'à mon avis, personne ne pourra rattraper. Meta peut-être. Meta parce que l'effet de réseau est monstrueux. Et peut-être Google, mais Google, tu vois, je suis de moins en moins bullish sur Google. Je trouve qu'ils ont ralenti le pas de vraiment l'innovation et tout ça. Ils sont pas les premiers là sur l'IA, alors qu'à une époque, tu vois, ils avaient DeepMind, ils avaient Boston Dynamics, tu sentais que c'était eux qui leadaient la race. Pas sûr que ce soit le cas. Ils sont pas les premiers en cloud, ou ils sont même assez loin derrière Microsoft et AWS. Il leur reste plus que le search. Si le search pète, je suis pas hyper confiant pour Google. Si l'IA, des produits d'IA, genre il y a Perplexity qui fait du search, si tu veux, via IA, en gros chat GPT, mais pour faire du search sur Internet. Si Apple arrive à développer Safari pour une raison, enfin bref, je sais pas, j'ai un petit doute sur Google. Petite intuition de rien du tout. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils vont sortir un truc du chapeau dans 6 mois et ce que je dis là est complètement foutu. Mais ça va être intéressant. Et c'est pour ça que je les aurais bien vus sur un rachat de TikTok, pour rajouter du poids à l'affaire. Tu vois. Et ils doivent pouvoir ils doivent pouvoir figure out les histoires d'algo. C'est Google, putain, ils doivent régler le truc. Ils doivent trouver un moyen de faire fonctionner l'algo, tu vois. Même s'ils l'ont pas. Ils rachètent juste la marque, la plateforme, les users à date et go. Mais je suis pas sûr que les dirigeants de Google nous écoutent. Si c'est le cas, laissez un commentaire, quoi. Ok. Ok. Bon. Tu vas acheter d'autres choses sur le sujet? Non, je pense qu'on a bien fait le tour là, mec. Hein. Ok, trop cool. Bah écoutez, les amis, abonnez-vous. Vous êtes une majorité à ne pas vous abonner. C'est une rend très triste, donc abonnez-vous. Et puis à la prochaine, à vendredi prochain du coup. À dimanche prochain, pardon, à dimanche prochain. Ciao. Bye.